L'affiche de candidature antisémite d'Adolphe Villette en 1889. En 1889, le dessinateur satirique Adolphe Villette se présente comme candidat antisémite dans le 9e arrondissement. L'historien Laurent Gervereau a identifié cette affiche comme la première affiche politique illustrée, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais cela montre bien la nouveauté. En septembre 1889, le contexte est lourd. La République tente d'émerger de la vague boulangiste et sort de l'exposition universelle de l'été, à Paris, qui a célébré le centenaire de la Révolution française. La rentrée voit se tenir des élections législatives sous haute tension, après que le général Boulanger ait fui en Belgique pour échapper à des accusations de sédition. Si l'on remonte plus loin, il faut se souvenir que le camp républicain ne dirige vraiment le pays que depuis 9 années, que ces dernières ont déjà été le théâtre de nombreux scandales, affrontements et successions de ministères. Le souvenir de la défaite de 1870 est omniprésent, celui de la Commune de Paris ne l'est pas moins, même si le premier réunit plutôt l'opinion, lorsque le second la divise encore profondément. La crise économique est profonde depuis 1875. La faillite de l'Union générale en 1882 la rend encore plus visible. Les revendications ouvrières se font jour avec la réorganisation de la gauche socialiste. Citons enfin la résurgence de l'antisémitisme, ce dont témoigne le triomphe récent de la France juive, le best-seller d'Édouard Drummond, paru en 1886, auteur que Villette apprécie au point d'en publier un portrait dans le journal Le Courrier français. Pourtant, sa candidature présente à Villette n'est en rien apparentée à la Ligue antisémitique de Drummond. Nous touchons là l'une des premières spécificités du caricaturiste, qui est distincte du pamphlétaire en ce qu'il ne professe aucune cohérence idéologique, attaché d'abord qu'il est à ne pas s'aliéner son public et à sacrifier souvent des convictions peut-être incertaines à une spontanéité dont la virulence formelle est ici la traduction. Que veut-on dire par convictions incertaines ? Antisémite, Villette l'est, de façon virulente, et le restera toute sa vie. Mais il est également attaché à la mémoire de la Commune de 1871, ce qui n'est pas forcément incompatible, ainsi qu'à une vaste ligne républicaine, ce qui l'est davantage, et jusqu'à une fraternité avec les peuples victimes de la colonisation, ce qui la confine plutôt à l'incohérence. Si, selon la formule consacrée, un dessin vaut 1000 mots, il ne faudrait cependant pas confondre caricaturiste avec éditorialiste. Sommairement, qui est Villette ? Un jeune dessinateur satirique. Exclu des beaux-arts pour facétie graphique, il débute dans la presse vers 1876 et fait bientôt partie des hydropathes du quartier latin. Dès la fondation du cabaret Le Chat Noir par Rodolphe Salis, il en devient l'un des piliers. Sa propension à dessiner le personnage de Pierrot lui vaut bientôt d'être affublé du surnom de ce personnage lunaire dont il orne les murs et le journal de Salis. En 1885, Villette rejoint le Courrier français de Jules Roch, appelé à devenir l'une des principales feuilles satiriques des années 1890. Il y livre des caricatures politiques, dont certaines compositions sont marquées par l'antisémitisme. En 1888, à Paris, a lieu sa première exposition de peinture aux 34 rues de Provence, dont Jules Chéret dessine l'affiche. Cette même année, il tente l'aventure de diriger son propre titre, forcément intitulé Le Pierrot. Contrairement à ce qu'a pu prétendre le sympathique blogueur Guillaume Doisy dans son étude sur l'antisémitisme de Villette, et même si l'artiste vient de recevoir les palmes académiques, il ne jouit pas vraiment en septembre 1889 d'une notoriété notable, hors de la butte Montmartre, ce dont témoigne la faillite en cours de son éphémère journal Le Pierrot. Certes, la couverture du Courrier français, intitulée La Sainte Démocratie, a fait couler de l'encre au début de l'année 1889, mais l'artiste n'est qu'à l'orée de sa popularité, qu'il atteindra quelques années plus tard lors de retentissants procès éprouvés par le Courrier français, ou surtout lors des démêlés du dessinateur avec le sénateur Béranger pour des questions d'outrage visuel à la pudeur. Mais en 1889, Villette est encore un bohème, surtout célèbre dans les cabarets qu'il fréquente. L'affiche de candidature antisémite ne constitue pas un coup d'essai et fait suite à quelques dessins du Courrier français parus en 1886, au travers desquels Villette a profondément renouvelé la rhétorique visuelle de l'antisémitisme, même si cette affiche propose une esthétique ici plus stylisée. Comme l'explique Marianne Matar-Bonucci, l'art iconographique va devenir dans la décennie suivante une figure majeure du discours antisémite.
On a beaucoup glosé sur la postérité de cette affiche, dont Maurice Agulon a pu dire qu'elle était le point de départ d'une grammaire visuelle de l'antisémitisme, ce qui paraît tout à fait pertinent. En même temps, Bertrand Joly précise que, je cite, « les très rares candidats nettement hostiles aux Juifs en 1889 et sortant leur campagne sur ce thème ne méritent pas l'attention que certains historiens leur ont accordée. » C'est donc assez compliqué de se mettre d'accord sur la réception d'une telle affiche et sa popularité du moment. C'est donc un document complexe qu'il convient d'appréhender avec méthode et précision. Commençons par le texte de cette affiche. Il est peut-être plus à même de nous faire comprendre et décrypter les mécanismes d'articulation et d'amalgame. D'abord, le pastiche. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. C'est un texte de la Boétie, c'est une citation de la Boétie. Ensuite, Gambetta. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Le comte de Main, personnalité monarchiste, fort en vue au début des années 1880, a déjà lancé le parlementarisme, voilà l'ennemi. Cette déclinaison d'épigone plagiaire est donc dans l'air lorsque paraît l'affiche. Les Gaulois et les Francs de Béranger datent de 1814. Villette va jusqu'à donner les notes de musique, et d'ailleurs est-ce la mélodie authentique des Gaulois et des Francs, la chanson de Béranger, peut-être dans le projet de déclencher des chants au sein de futures manifestations, on ne le sait. Ces pastiches montrent à la fois que la cible première du motif est plutôt un public aisé, cultivé, mais aussi la capacité de ces slogans à faire mouche ou à s'inscrire dans le domaine familier, celui du déjà vaguement entendu, qui participe d'une communication politique nouvelle, préparée à un bel avenir. On peut dès lors proposer d'étudier ce document selon la problématique suivante. En quoi cette affiche est-elle révélatrice du climat de haine qui domine en France entre l'épisode du boulangisme et l'affaire Dreyfus? Pour montrer l'articulation entre ce qui relève de l'antisémitisme et ce qui relève du nationalisme, sélectionnons dans le texte certains éléments caractéristiques et classons-les selon les deux thèmes du nationalisme et de l'antisémitisme, même si, comme l'écrit Pierre-André Taguieff, je cite, « le mot nationalisme est alors perçu comme un mot nouveau au sens incertain ». Laissons le chercheur, laissons Taguieff préciser pour mieux comprendre l'étude de notre document. C'est donc seulement à la toute fin du XIXe siècle, écrit Taguieff, qu'une nouvelle doctrine politique s'installe dans le paysage idéologique, certes sous le nom de nationalisme, mais dissimulant derrière cette désignation vague une étrange tentative de synthèse entre une vision traditionnaliste de l'ordre social, une vision scientiste de la théorie des races et une conception conspirationniste de l'ennemi, juifs, francs-maçons, etc., dont dérive l'appel xénophobe à défendre par tous les moyens la nation française menacée, la vieille France de Drummond, ou la France des Français, selon Jules Soury. Nous avons là exposé par Taguieff un raccourci de la problématique de notre affiche, dont il s'agit d'abord de détailler le texte, divisé donc en deux thématiques, comme le montre le tableau rempli des références de l'affiche. L'appel à la gaieté du texte est fondamental si l'on considère la noirceur des thèmes abordés jusqu'ici. Serrer les rangs détermine l'existence d'un corps étranger, sournoisement infiltré et potentiellement expulsable. Notons à ce propos que le juif n'est jamais représenté statique, mais toujours en mouvement, souvent intrusif ou ici sur le départ. L'idéologie raciste est ici clairement exprimée, à la fois dans sa dimension comparative et dans le vocabulaire utilisé. Outre le caractère pionnier de l'utilisation d'une image dans la communication politique, le trait de Villette combine l'anticapitalisme entre guillemets classique d'une frange de la révolution sociale, le communard Tridon ou l'ami de Villette, le socialiste révolutionnaire Clovis Hugues, avec les thématiques d'un antisémitisme racial cher à Édouard Drummond, dont on a déjà dit qu'il était proche du dessinateur. Citons de nouveau Pierre-André Taguieff. La judéophobie anticapitaliste de tradition révolutionnaire, écrit-il, s'est progressivement constituée en composante de l'antisémitisme politique fin de siècle, caractérisée par sa double base racialiste et nationaliste xénophobe, théorisée par Jules Soury, puis par Maurice Barrès, qui l'a en même temps vulgarisée.
Dès la France juive, Édouard Drumont se révèle conscient de la nature composite de ce que l'on commence seulement à nommer l'antisémitisme, dont il affirme clairement qu'il est à la fois une question de race et une question économique. Voilà qui constitue un fil directeur pour une définition stricte de l'antisémitisme, tel qu'il se constitue dans les 2 dernières décennies du XIXe siècle, en interaction avec le nationalisme xénophobe à base racialiste, disons le nationalisme ethnique. C'est seulement pour désigner cette synthèse entre guillemets idéologique du racisme biologique et de la vision du complot juif contre la entre guillemets vieille France que l'on peut au sens strict employer le mot antisémitisme. Cette analyse de Taguieff convient parfaitement au document que nous étudions ici et au discours prodigué par Villette. Le satiriste Montmartrois semble également s'inscrire dans la ligne d'un publiciste comme Auguste Chirac, qui associe largement antisémitisme, xénophobie et anglophobie, tout en fustigeant la banque juive, comme l'écrit l'historien Michel Dreyfus dans son livre L'antisémitisme à gauche. L'exhortation du texte en insert de l'affiche à serrer les rangs indique une figuration du juif invisible, stéréotype amené à prendre une grande importance et difficile à traduire visuellement. À partir de la fin du XIXe siècle, écrit encore l'historien Michel Dreyfus, les antisémites ont stigmatisé les juifs assimilés qui se faisaient invisibles parce qu'ils voulaient être les meilleurs citoyens de la République. À en croire les antisémites, cette invisibilité, entre guillemets, les rendait d'autant plus dangereux. Devenus des citoyens comme les autres, du moins le voulaient-ils, ces juifs étaient maintenant à même, toujours selon les antisémites, de diriger les affaires du monde de façon occulte, et ce bien évidemment à leur seul profit. Après avoir reproché aux juifs leur trop grande visibilité, les antisémites les accusaient exactement du contraire, comme le dit donc Michel Dreyfus. Revenons à l'image. Nous constatons que la stratégie d'amalgame et de confusion identifiable dans le texte de l'affiche est équivalente pour ce qui relève de sa composition visuelle. Abordons dès lors les motifs les uns après les autres, pour mieux les décrypter. Le point nodal de l'affiche n'est pas la caricature antisémite proprement dite, contrairement à ce que l'on aurait pu attendre. Le regard se divise de façon tripartite entre la figure de Marianne, celle du Gaulois et l'effigie cadavérique que brandit ce dernier. C'est vers ce motif que s'arrête l'œil en définitive, par sa centralité. Il s'agit d'une tête de veau, coupée et sanguinolente, allusion directe au veau d'or. La figure du veau d'or et ses références bibliques, qui supposent un peuple juif matérialiste et adorateur d'idoles, contaminent l'iconographie antisémite du krach de l'Union générale, à la suite du krach de l'Union générale en 1882, et ce jusqu'au scandale de Panama à partir de 1892-1893, comme le montre cette couverture du supplément illustré du Petit Journal, puis lors de l'affaire Dreyfus à partir de 1894. La tête de veau mort est coiffée d'une couronne à boules, couronne propre à la baronnie dans la tradition symbolique de l'héraldique. C'est donc une discrète allusion au baron banquier Rothschild. Il y a là un des traits essentiels de l'antisémitisme visuel, la zoomorphie, sur laquelle nous reviendrons plus loin. Ce détail indique une nouvelle fois la nature du public visé et témoigne d'une volonté de déclinaison visuelle souhaitée chez le spectateur, censé découvrir tour à tour les détails codés de l'image complexe, ce qui implique la scrutation attentive ou répétée du motif. Par ailleurs, et de façon assez contradictoire, la tête de veau peut aussi se lire comme une référence à la décapitation royale de 1793, l'analogie étant alors assez familière dans les milieux militants à gauche. Une telle lecture suppose que la royauté a changé de tête et suggère implicitement le passage d'une violence symbolique au dessein d'une violence réelle pour le dessinateur candidat. Cette lecture moins lettrée que l'identification de la couronne à boules est peut-être plus proche du texte. Signalons enfin, pour être complet, que le grand succès lyrique de l'opéra français du moment, le triomphe même, est l'opéra Faust de Charles Gounod, qui est produit à plusieurs reprises depuis sa création en 1859. Cette œuvre est la plus jouée en France au cours des années 1880 et comporte dans son acte 3 un chœur du veau d'or. Et c'est Satan qui mène le chœur. Dans son interprétation originale, Satan peut tout à la fois rejoindre le topos du visage démoniaque comme celui du stéréotype antisémite. La nuance diabolique de la caricature du juif, ici dessinée par Villette, vient confirmer cet amalgame et la comparaison possible avec le Faust de Gounod. La stéréotypie antisémite
trouve dans la représentation de profil l'une de ses expressions les plus usitées, comme le montre cette couverture de la Libre Parole illustrée, signée d'Émile Cole, sous le pseudonyme de Courtet, de quelques années postérieures à notre affiche. Encore le juif de Villette n'est-il pas tout à fait représenté de profil? Sa posture de trois quarts dos le figure sur le départ. Le couvre-chef est cabossé, il porte son sac sur le dos, assorti d'un parapluie qui évoque aussi l'absence de toit. Le visage arbore un œil fuyant, la barbe en pointe, le poil hirsute, l'oreille décollée et surtout la mise en valeur de la courbure du nez. Celui qui est ici stigmatisé est le juif apatride, l'errant qui s'en retourne devant l'injonction de l'affiche. C'est bien l'articulation presque systématique du texte avec les aspects visuels qui rend cette affiche redoutable. Il y a une dynamique inversée entre l'ennemi qui semble s'éloigner et les allégories qui semblent se lever. Il y a aussi la traduction graphique d'une réaction souhaitée face à une invasion fantasmée, un jeu symbolique autour de l'occupation, du contrôle du territoire et d'une supposée âme ou identité nationale. Sollicitons encore Pierre-André Taguieff. Dans la France juive, écrit Taguieff, Drummond pense le processus révolutionnaire comme une invasion et une substitution de population, et Taguieff de citer Drummond. Dès le début, la révolution eut, écrit Drummond, comme la République juive aujourd'hui, le caractère d'une invasion. L'élément français disparut comme de nos jours devant un ramassis d'étrangers qui s'emparèrent de toutes les situations importantes et terrorisèrent le pays. Voilà ce qu'écrit Drummond, cité par Taguieff. Revenons à l'affiche. La disqualification graphique est encore accentuée par la proximité de l'effigie du juif et de l'animal mort rehaussé par le vol de corbeaux, les charognards. Nous avons donc là une tripartition juif, corbeau, tête animale qui fait pendant au trio Marianne, Gaulois, tête animale déjà évoqué. En plus de la zoomorphisation portée par la tête du veau sanguinolente, l'affiche produit une sorte d'amalgame visuel associant homme, le juif qui semble s'en aller, et animal en un tout dont les contours englobent les deux formes mêlées. On pense dès lors à l'analyse de Claudine Sagert sur l'iconographie antisémite et la zoomorphisation qui mélange animalité et humanité dénigrée. Le visage du juif représenté, dit-elle, affublé d'oreilles démesurées, est détestable. La lecture de ces dessins force à penser la dévalorisation de l'être, son dénigrement et l'atteinte de son humanité. Cette désesthétisation s'agence à partir de la conjonction de trois éléments. Premièrement, en attribuant à l'individu des traits grossiers et disgracieux. Deuxièmement, en lui donnant les caractéristiques d'un animal dont la connotation est répugnante et abjecte. Et en dernier lieu, en dénonçant une situation immorale ou amorale. Si la zoomorphisation ne crée pas à elle seule l'enlaidissement du sujet, c'est toutefois un assemblage d'éléments qui renvoient tous à une caractérisation négative. Voilà ce qu'écrit Claudine Sagert. Revenons à l'image. L'âpreté au gain est figurée par le Talmud brisé, contre lequel s'appuie un sac d'or éventré. Ces pièces, jonchant le sol, évoquent une fortune de mauvais aloi, produit du vol ou de l'usure, c'est le Shylock de Shakespeare. Pour les antisémites, c'est le symbole du dieu argent. Cela confère au dessin une nuance anticapitaliste fondée sur la vieille idée du juif usurier depuis le Moyen-Âge et exploitant la misère du peuple. Il n'est pas innocent que la signature de l'auteur figure justement à proximité, signe discret de sa précarité pécuniaire. Villette est à l'époque lui-même directeur de son propre journal, Le Pierrot, et donne l'adresse du journal. L'appel simultané lancé par Marianne et le Gaulois franc préfigure la dimension régénérative, bientôt chère à Maurice Barrès. Le mimétisme des deux allégories joue sur les regards, le geste et la tenue, les braies celtes. La synchronie de la violence et de l'appel vers un lendemain glorieux se rapproche cette fois de la thématique révolutionnaire. Nous sommes là devant l'exemple même du procédé d'amalgame, en continuité de la France juive de Drummond. Comme le note fort bien Marc Angenot, je cite Angenot, Drummond produit, avec une justice idéologique frappante, l'oscillation sémantique de l'énoncé ultra-réactionnaire et de l'énoncé de la gauche révolutionnaire, qui est le trait axiomatique du proto-fascisme. 1789, ça a été, affirme-t-il, le triomphe de la bourgeoisie affairiste, une conspiration pour abolir la monarchie et confisquer le progrès à son seul profit. Contre le vœu du peuple, c'est un coup cynique des bourgeois d'affaires pour s'emparer du pouvoir avec les juifs, émancipés fort à propos, et les francs-maçons. Voilà ce qu'écrit Angenot dans ce que l'on dit des juifs en 1889, antisémitisme et discours social.
Revenons à l'image. La Marianne Coque revient assez souvent dans les caricatures de Villette lors des quelques années suivantes, jusqu'à constituer le costume de scène d'une figure de revue de café-concert sous le nom de Gallia. Nous avons donc bien là un motif nationaliste plutôt que patriotique. La référence au Clairon, le recueil de Paul Déroulède, est évidente. Le succès de l'ouvrage ne se dément pas depuis 1873. Cela inscrit donc Marianne dans la thématique de la revanche, autant que celle de la patrie en danger. La suite de l'examen de Marianne Gallia témoigne d'une équivoque comparable avec des signes de républicanisme, les chaînes de l'esclavage renvoient à l'abolition de 1848, voire de la radicalité rébellionnaire, les deux seins nus, les cheveux au vent, ou de nationalisme, le brassard noir de deuil de l'Alsace-Lorraine suite à la défaite de 1870. Indice de violence revendiqué, l'épée sert les deux discours. Marianne est donc, le corps de Marianne est donc le territoire de deux discours qui peuvent être deux discours inverses. Visuellement, Marianne est ici bien proche de l'iconographie républicaine, contrariée et caviardée de nombreux détails à connotation nationaliste. Les Mariannes vilipendées par le trait anti-républicain sont bien différentes. Comme le remarque justement Guillaume Doisy, l'antisémitisme devient, depuis Drummond surtout, un instrument pour combattre la République, rhétorique anti-républicaine que l'on ne détecte pas encore dans l'affiche de 1889, ni dans les dessins précédents, donc de Villette. On voit donc, si l'on revient à l'image, que les symboles contradictoires se mélangent, même si Marianne en elle-même est plutôt proche des représentations républicaines entre guillemets de gauche, ce qui contribue à brouiller encore le message ou à entretenir l'équivoque visuel, là où le texte est lapidaire. Marianne est une synthèse iconographique des deux extrêmes politiques en devenir. Marianne rouge sur sa barricade avec ses seins dénudés et en cheveux, et Marianne coque avec plumage inscrite dans l'esthétique ultranationaliste. Les fers à la main font donc référence à l'émancipation de l'esclavage de 1848 et sont instrumentalisés ici autour de la prétendue domination esclavagiste du juif sur le peuple français. Le brassard noir du deuil de la France et le clairon de Déroulède participent de la doxa nationaliste. Alors Marianne est-elle républicaine ou nationaliste ? Soit l'auteur est sincère, il utilise donc un symbole républicain pour son affiche nationaliste et antisémite au prix d'une confusion, soit il est malhonnête, il instrumentalise Marianne pour utiliser un symbole républicain dans une optique nationaliste. Il cherche ainsi à drainer le public le plus large, masculin précisons-le. C'est justement ce que montre que la caricature ne livre pas toujours un message simple et que l'équivoque permet parfois d'additionner les adhésions recherchées. Visant différentes sensibilités, le satiriste Villette s'adresse à son public, entre guillemets, dans toute la complexité du terme. Revenons à l'image. La référence aux Gaulois et aux Francs de Béranger, dont il faut rappeler l'extraordinaire influence tout au long du XIXe siècle via les sociétés chantantes et les goguettes, le Gaulois ne sont pas en reste avec la corne de vin. Une fois de plus, le démagogue Villette instrumentalise l'histoire pour cautionner sa parole politique. N'oublions pas non plus la francisque, présentée après 1870 comme l'arme de la revanche, elle qui figure par exemple sur le buste de la République trônant dans la mairie de Fontainebleau. Elle n'a évidemment pas la connotation future qu'elle prendra après 1940, mais Villette l'a fait déjà figurer dans son portrait de Drummond, paru dans le Courrier français en 1886. Le tonneau de vin, ou de poudre d'ailleurs, peut s'interpréter de deux façons, entre l'injonction au combat ou le sang de la terre. De même, le mur détruit, autour duquel se disposent les figures, est-il ambigu ? Est-ce une muraille imparfaite, incapable de contenir le flux envahisseur, entre guillemets, ou est-ce une muraille salvatrice, dont l'édification en cours doit les empêcher de venir ou de revenir, puisque le personnage Oni semble chassé par Marianne Gallois et par le Gaulois franc ? Est-ce une barricade insurrectionnelle ? Compte tenu de l'engagement de Villette envers le souvenir de la Commune de 1871, est-ce une référence furtive au mur des fédérés, l'auteur identifiant alors le fantasmatique lobby juif derrière la répression versaillaise ? Cet ahurissant parallèle, Édouard Drummond n'hésitera pas à le faire. Le fond de l'affiche suggère un édifice religieux. S'agit-il d'une mention discrète à Notre-Dame de Paris ou au clocher de village d'un terroir fantasmé, d'une âme française, entre guillemets, catholique ? Il semble y avoir un dôme à droite, lequel serait alors le Panthéon, ce qui correspondrait à une double acception du cœur de Paris campé en arrière-plan pour sa valeur religieuse et laïque additionnée. Ou tout simplement la volonté d'inscrire la scène dans un décor parisien dans lequel la tour Eiffel est encore trop récente pour faire référence.
L'affiche est donc construite selon une structure en entonnoir qui part de Notre-Dame, ou supposée Notre-Dame, pour arriver à la double figure du juif tête de veau, comme si cette violence mortifère était inspirée par des motifs religieux. Est-ce une croisade anti-juive? L'expression sera utilisée durant l'affaire Dreyfus et connaîtra une fortune durable jusqu'à aujourd'hui, avec une propension variable à désigner l'ennemi, à la fois cible et menace, de la prétendue ordalie séculaire. La présence populaire, masculine bien sûr, puisque seuls les hommes sont électeurs, est la caution du message avec un ouvrier, un militaire et un étudiant. D'aucuns ont pensé identifier Boulanger dans le militaire acclamant Marianne, alors qu'il s'agit sans doute du colonel Villette, le père de l'auteur. À ses côtés, le caricaturiste s'est représenté lui-même. L'ouvrier, regardant le spectateur, on peut en déduire que Villette s'adresse à une frange assez populaire de son électorat, ce qui n'aurait rien d'incohérent compte tenu de la sociologie composite du quartier, le 9e arrondissement, alors en pleine transformation urbaine, et qui accueille de très nombreux ouvriers durant la journée pour construire le Sacré-Cœur. Témoignage de l'hybridation du support, une part de l'affiche peut se transformer en tract illustré et même en bulletin de vote potentiel, même si la chose n'est pas avérée. Pour résumer, cette affiche, polysémique, est la première affiche politique illustrée en France, ou l'une des premières. Cette image est désormais connue, analysée dans des revues scientifiques ou utilisée dans les manuels scolaires, malheureusement souvent décontextualisée. Devant son importance délétère au sein de l'iconographie antisémite, la mairie de Paris a fait le choix pertinent de débaptiser en 2004 le square Villette devant le Sacré-Cœur, ce qui est bien légitime, tant ce motif a dangereusement renouvelé l'iconographie antisémite. Personne en 1889 ne paraît pourtant s'être soucié de son impact immédiat. Tout le monde a cru à un canular dans l'esprit de la fausse candidature de Salis au chat noir, notre à Villette beaucoup plus tard amère. Je n'ai recueilli que 69 voix. Même ce constat déconfit de l'artiste se révèle aujourd'hui surestimé, puisque Guillaume Doisy indique le chiffre, lui, de 23 suffrages, après être allé vérifier le bulletin municipal officiel de la ville de Paris, en date du 27 septembre 1889. Signe de la postérité du document, on retrouve cette affiche derrière Jules Guérin, le fondateur de la Ligue antisémitique de France, à son bureau dans les années 1890, et le publiciste Raphaël Viau se souvient l'avoir vu dans l'escalier menant à la rédaction de la Libre Parole d'Édouard Drummond. Le paradoxe est de l'avoir réédité par les services de la propagande allemande en 1943, ce qui est un comble lorsque l'on connaît l'engagement germanophobe de Villette tout au long de sa carrière. Ce dernier étant mort depuis 1926, mais le pire de son œuvre lui survivait en pleines années noires de l'occupation. Pour conclure, revenons à la fameuse formule de Jean-Paul Sartre. Si le juif n'existait pas, l'antisémitisme l'inventerait. L'altérité est au cœur de notre document, tant l'image charrie une division en deux camps, dont la caractérisation de l'un, majoritaire, suppose le rejet de la minorité comme l'expression de ce qu'il n'est pas, initiant une cohérence de construction identitaire. Comme le confirme Taguieff, l'attachement patriotique et son contraire, le détachement universaliste, sont ainsi réduits à un déterminisme bioculturel différentiel. Juifs, protestants et francs-maçons sont catégorisés indistinctement en tant que figures de, entre guillemets, l'ennemi héréditaire ou de l'étranger envahisseur, qu'il s'agit comme par instinct ethnique de combattre. Voilà ce que dit Taguieff. Construction identitaire fantasmatique, violence symbolique articulée à un appel à la violence réelle et à réaliser, complotisme, âge-d'orisme, peur d'une invasion entre guillemets qu'on ne qualifie pas encore de grand remplacement, et pourtant, on pourrait peut-être faire la comparaison et faire la filiation entre les deux expressions. Cette affiche polysémique est également un manifeste anti-moderne, tout en intégrant de façon assez extravagante une bonne part de la symbolique républicaine. De toute évidence, la caricature, mais est-ce encore de la caricature au sens comique du terme? Et une caricature doit-elle forcément faire rire? Vaste question et vaste chantier de réponse. Cette caricature, donc, cumule l'art du message immédiat et de la construction complexe reposant sur une déclinaison de détails équivoques. L'important n'est pas tant de noter l'échec total du dessinateur candidat au terme de sa campagne, que de mesurer la postérité intense du motif, ses reprises, et surtout la refonte complète de la rhétorique visuelle antisémite à laquelle correspond cette affiche.